Une femme en robe de mariée blanche se penche sur un homme inconscient dans un lit d'hôpital, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous promets de prendre soin de vous », murmure-t-elle avant de poser délicatement ses lèvres sur les siennes. Soudain, ses yeux s'ouvrent. Mais elle ne sait pas qu'elle vient d'épouser l'homme qui la déteste, croyant qu'elle l'a laissé mourir. Elle ne sait pas qu'un seul baiser innocent va transformer leur mariage forcé en passion dévorante. Et elle ne sait certainement pas que quand il découvrira qu'elle porte son enfant, tous les secrets de cette nuit maudite vont enfin éclater au grand jour. Mais comment l'amour peut-il naître de tant de haine et de malentendus? Il est minuit passé sur cette route sinueuse qui serpente dans les collines de Séoul quand tout bascule. Song Hye-kyo, 28 ans, rentre épuisée de son travail de serveuse dans un petit café de Honda. Ses longs cheveux noirs dansent dans le vent nocturne, encadrant un visage d'une beauté pure et naturelle. Ses grands yeux expressifs reflètent une bonté inaltérable malgré une vie difficile. Orpheline depuis ses 18 ans, elle survit avec de petits boulots, rêvant d'un avenir meilleur. Soudain, ses phares éclairent une scène d'horreur, une voiture de sport noire, une Lamborghini, s'est écrasée contre un arbre. La fumée s'élève du capot froissé, du verre brisé jonche la chaussée. Hye-kyo freine brutalement, sort de sa vieille voiture et court vers l'épave. À l'intérieur, un homme gît inconscient, du sang coulant de son front. Même blessé, il est d'une beauté saisissante, des traits parfaitement sculptés, des cheveux bruns ébouriffés, un corps athlétique moulé dans un costume de créateur maintenant déchiré. C'est Gong Yoo, 33 ans, PDG de l'Empire Gong Industries, l'homme le plus puissant et le plus convoité de Corée. Monsieur. Monsieur. Hye-kyo tente de le réanimer, vérifie son pouls, appelle les secours. C'est alors qu'elle aperçoit une silhouette féminine qui s'enfuit dans l'obscurité, une femme aux talons hauts qui court vers une voiture garée plus loin et disparaît dans la nuit. Attendez, crie Hye-kyo, mais il est trop tard. Les sirènes hurlent déjà dans le lointain quand la famille Gong arrive sur les lieux. Gong Tawo, le père, un homme imposant aux cheveux grisonnants et au regard d'acier. Madame Park Sun-young, la mère, élégante et froide dans son tailleur Chanel. Et surtout Gong Min-ho, 30 ans, le cousin ambitieux aux yeux calculateurs qui convoite depuis toujours le trône de l'empire familial. Il découvre Hye-kyo agenouillé près de Yoo, tentant encore de le maintenir conscient. « Qu'est-ce que vous faites là » hurle Tawo. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« J'ai trouvé votre fils comme ça. J'ai appelé les secours. Il y avait une femme qui... » « Menteuse » siffle Sun-young. « Vous étiez seul quand nous sommes arrivés. » Hye-kyo tente d'expliquer, mais personne ne l'écoute. Min-ho, voyant là une opportunité en or, attise les soupçons, elle était peut-être avec lui dans la voiture. Une aventure qui a mal tourné. À l'hôpital VIP de Gangnam, les médecins sont formels, Gong Yoo est dans un coma profond. Ses chances de réveil sont incertaines. Dans le couloir au mur de marbre blanc, la famille Gong complote. Si Yoo ne se réveille pas, Min-ho prendra la direction de l'entreprise, déclare le grand-père, Gong Dae-han, 78 ans, patriarche respecté mais impitoyable. À moins que Yoo n'ait déjà une épouse pour assurer la succession. Les regards se tournent vers Hye-kyo, assigné à résidence dans une suite de l'hôpital sous surveillance constante. C'est parfait, murmure Sun-young à son mari. Nous disons au grand-père qu'ils étaient mariés en secret. Qu'elle s'occupait déjà de lui. Si elle refuse, nous la livrons à la police comme responsable de l'accident. Mais c'est de la folie, proteste Hye-kyo quand ils lui exposent leur plan diabolique. Je n'ai rien fait. Il y avait une autre femme. Personne ne vous croira, ricane Min-ho. Vous n'avez pas de témoin. Pas d'avocat. Pas d'argent. Acceptez et vous vivrez dans le luxe. Refusez et vous pourrirez en prison. Le contrat de mariage est signé dans les larmes. Hye-kyo devient officiellement Madame Gong, mais au prix de sa liberté. La suite privée de Yoo à l'hôpital se transforme en prison dorée pour Hye-kyo. Chaque matin, elle entre dans cette chambre aux équipements ultra-modernes où son mari gît immobile, relié à des machines qui bipent régulièrement. Elle a appris à lire les moniteurs, à surveiller ses constantes, à masser ses membres pour éviter l'atrophie musculaire. Malgré la situation surréaliste, Hye-kyo s'attache à cet homme silencieux. Elle lui parle des heures durant, raconte sa journée, lit des livres à voix haute, lui fait écouter de la musique classique. Elle remarque comme ses traits se détendent quand elle lui caresse doucement les cheveux. « Je sais que vous m'entendez » murmure-t-elle un soir en ajustant sa couverture. « Je sais que vous n'êtes pas responsable de ce qui nous arrive. » Un jour,
vous vous réveillerez et tout redeviendra normal. 3 mois passent ainsi. Ikkyo se transforme physiquement, les soins esthétiques imposés par la famille, les vêtements de luxe, une alimentation correcte ont révélé sa beauté naturelle. Mais son cœur reste brisé par cette situation imposée. Un soir de tempête, seul dans la chambre silencieuse, Ikkyo craque. L'homme allongé devant elle est d'une beauté troublante, même inconscient, ses traits parfaits, sa peau dorée, ses lèvres pleines l'émeuvent malgré elle. « Pardonnez-moi » souffle-t-elle en se penchant vers lui. « Je sais que vous ne pouvez pas donner votre consentement, mais j'ai besoin de croire qu'il existe encore de la douceur dans ce monde. » Ses lèvres touchent les siennes dans un baiser innocent, tendre, rempli de toute la solitude accumulée. Soudain, elle sent une pression en retour. Les paupières de Yko frémissent, s'ouvrent lentement. Leurs regards se croisent. Lui, perdu, désorienté. Elle, terrifiée d'être découverte. « Qui êtes-vous » Sa voix est rauque après 3 mois de silence. Ikkyo recule, affolé. Les alarmes se déclenchent, les infirmières accourent, les médecins envahissent la chambre. Le miracle tant attendu vient de se produire, Gong Yko est réveillé. Les jours suivants sont un cauchemar pour Ikkyo. Yko, qui ne se souvient de rien concernant l'accident, croit la version de sa famille. Pour lui, cette femme qu'on lui présente comme son épouse n'est qu'une opportuniste qui a profité de sa situation. « Ne me touchez jamais » gronde-t-il quand elle tente de l'aider à se lever. « Je sais ce que vous êtes. »« Je ne suis pas ce que vous croyez » implore-t-elle. « Je vous ai trouvé blessé, j'ai essayé de vous aider. Épargnez-moi vos mensonges. Vous avez épousé un homme dans le coma pour l'argent. Vous êtes la pire espèce de parasite. » Chaque mot est un poignard dans le cœur de Ikkyo. Mais le contrat est clair, elle doit rester jusqu'à ce qu'il reprenne officiellement la direction de l'entreprise. 6 mois minimum. Le manoir Gong dans le quartier huppé de Gangnam devient le théâtre de leur guerre froide. Cette demeure somptueuse au jardin japonais parfait, ses salons aux meubles d'époque, sa piscine à débordement, devrait être un rêve. Pour Ikkyo, c'est un enfer doré. Yko, redevenu le PDG impitoyable qu'il était, la traite comme une employée indésirable. Il lui impose des règles strictes, pas de sortie sans autorisation, pas d'amis, pas de contact avec l'extérieur. En public, elle doit jouer la parfaite épouse. En privé, il l'ignore ou la humilie. Mais Ikkyo remarque des contradictions troublantes. Quand la cuisinière se moque de ses origines modestes, Yko la licencie sur le champ. Quand Mino fait des remarques déplacées sur sa beauté, Yko le remet vertement à sa place. Quand elle tombe malade, il fait venir le meilleur médecin de Séoul. « Pourquoi me défendez-vous si vous me détestez » ose-t-elle lui demander un soir. « Je protège mon image » répond-il froidement. Une épouse maltraitée ferait jaser. Mais ses yeux trahissent autre chose, une lueur de protection, de possessivité qui fait battre le cœur de Ikkyo malgré elle. Au fil des semaines, la tension entre eux devient électrique. Yko observe malgré lui cette femme qui s'occupe de la maison avec une grâce naturelle, qui est douce avec le personnel, qui lit seule le soir dans la bibliothèque. Il remarque comment elle se mordit la lèvre quand elle réfléchit, comment elle rougit quand leurs mains se frôlent par accident, comment elle le regarde parfois avec une tendresse qui le déstabilise. De son côté, Ikkyo lutte contre une attirance grandissante. Comment peut-elle désirer un homme qui la méprise? Mais quand elle le voit sortir de la piscine, l'eau ruisselant sur son torse musclé, quand elle sent son parfum masculin dans les couloirs, quand elle surprend son regard intense posé sur elle, son corps trahit sa raison. Un soir d'orage, la tension explose. Yko trouve Ikkyo dans la bibliothèque, recroquevillé dans un fauteuil, pleurant silencieusement en regardant les éclairs illuminer le jardin. « Pourquoi pleurez-vous » Sa voix est plus douce qu'à l'ordinaire. « Parce que je suis fatigué de cette mascarade. Fatigué d'être détesté pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Il s'approche, troublé par sa vulnérabilité. « Si vous dites la vérité, prouvez-le. » « Comment ? Personne ne me croit. Cette femme qui s'est enfuie a disparu. Vos souvenirs ont disparu. Je n'ai que ma parole contre l'évidence. » L'émotion dans sa voix, ses larmes sincères, ébranlent les certitudes de Yko. Pour la première fois, il doute. Cette nuit-là, dans l'atmosphère électrique de l'orage, leur défense s'effondre. Yko,
troublé par les émotions qu'il lit dans les yeux de Ikkyo, s'approche d'elle. Elle ne recule pas quand il caresse doucement sa joue humide de larmes. « Et si je me trompais sur vous » murmure-t-il. « Et si moi je mentais » répond-elle dans un souffle. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser brûlant, chargé de tout le désir réprimé de ces longs mois. Il la porte dans ses bras jusqu'à sa chambre, et cette nuit-là, ils font l'amour avec une passion dévorante, se découvrant, s'explorant, se murmurant des mots tendres dans l'intimité retrouvée. Ikkyo s'endort dans les bras de Yō, le cœur gonflé d'espoir. Peut-être que leur histoire peut enfin commencer pour de vrai. Mais le lendemain matin, Yō redevient de marbre. La lumière du jour a ramené ses doutes et sa fierté blessée. « Ne vous méprenez pas sur ce qui s'est passé hier soir », dit-il froidement en boutonnant sa chemise. « Après tout, je suis votre mari. Rien de plus. » Ikkyo encaisse le coup comme une gifle. « Comment pouvez-vous dire ça après ce que nous avons partagé ? Nous n'avons rien partagé. J'ai pris ce que vous proposiez. N'y voyez pas de sentiment. » Il sort en claquant la porte, laissant Ikkyo en larmes, nu dans les draps froissés qui portent encore son parfum. Un mois passe dans la même froideur, mais Ikkyo remarque des changements dans son corps. Les nausées matinales, les seins sensibles, les vertiges. Elle n'ose y croire jusqu'à ce que le test de grossesse confirme ses soupçons. Elle porte l'enfant de Yō. La panique la submerge. Comment annoncer cette nouvelle à un homme qui la déteste ? Comment élever un enfant dans cette atmosphère toxique ? Elle décide de garder le secret, de partir discrètement, de recommencer sa vie ailleurs. Mais son corps la trahit. Un après-midi, prise d'un malaise violent, elle s'effondre dans sa chambre. Yō la trouve inconsciente sur le sol de marbre froid, pâle comme la mort. La peur qui l'étreint alors le surprend lui-même. Pourquoi ce cœur qui s'affole ? Pourquoi ces mains qui tremblent en la portant jusqu'à sa voiture ? À l'hôpital, il fait les 100 pas dans le couloir comme un lion en cage. Quand le médecin sort enfin de la chambre, son monde bascule. « Félicitations, Monsieur Gong. Votre épouse est enceinte de 6 semaines. Elle va bien, c'est juste de la fatigue et un peu de stress. Enceinte. Il va être père. » L'émotion le submerge, joie, terreur, espoir, tout se mélange dans sa poitrine. Et soudain, comme frappé par la foudre, ses souvenirs refont surface. Cette nuit maudite. La dispute avec Eugene, son ex-fiancé. Sa trahison avec Nino découverte par hasard. La colère, la vitesse excessive sur cette route de montagne, Eugene qui tentait de lui arracher le volant pour l'obliger à s'arrêter, l'accident. Eugene qui s'enfuyait, paniqué, le laissant pour mort. Et Ikkyo, son ange gardien, qui l'avait trouvé et sauvé. Tout devient clair. L'innocence dans ses yeux, sa bonté naturelle, ses soins dévoués pendant son coma. Elle disait la vérité. Elle a toujours dit la vérité. Sans attendre le réveil d'Ikkyo, Yō sort de l'hôpital comme un fou. Il doit d'abord confronter Eugene, obtenir ses aveux, réparer l'injustice qu'il a fait subir à la femme qu'il aime. Car oui, il l'aime. Il l'a toujours aimée, même dans la haine, même dans le déni. Cette femme pure qu'il a réveillée d'un baiser, qui a supporté ses humiliations sans jamais perdre sa dignité, qui porte maintenant son enfant. Mais quand il revient à l'hôpital 3 heures plus tard, les aveux de Eugene en poche, la chambre est vide. Ikkyo s'est réveillé seul, a cru qu'il l'avait abandonnée enceinte, et s'est enfui. « Comment avez-vous pu la laisser partir » hurle-t-il aux infirmières terrifiées. La chasse à la femme de sa vie commence. Yō mobilise tous ses moyens, détective privé, caméra de surveillance, contacts dans toute la ville. Il faut qu'il la retrouve avant qu'elle ne disparaisse définitivement. Il la trouve finalement dans le petit café de Honda où elle travaillait avant, assise seule à une table, les mains posées sur son ventre encore plat, regardant la pluie tomber derrière la vitrine. Quand il entre, trempé par l'orage, elle lève des yeux rougis par les larmes. « Comment m'avez-vous retrouvé ? J'ai cherché partout. Ikkyo, il faut que je vous parle. Il n'y a rien à dire. Je sais que vous ne voulez ni de moi ni de cet enfant. » Il s'agenouille devant elle, prend ses mains tremblantes dans les siennes. « Je me souviens de tout. L'accident, Eugene, votre innocence.
Je me souviens que vous m'avez sauvé la vie. Elle écarquille les yeux, incrédule. Pardonnez-moi, continue-t-il, la voix brisée par l'émotion. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir. Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Pardonnez-moi d'être parti quand j'aurais dû rester pour vous dire que je vous aime. Vous m'aimez? Je vous aime depuis le jour où vous m'avez réveillé. Je vous aime pour votre bonté, votre force, votre capacité à pardonner même l'impardonnable. Je vous aime et je veux élever notre enfant avec vous. Les larmes coulent sur les joues d'Ikyo, des larmes de joie cette fois. Moi aussi je vous aime, avoue-t-elle enfin. Malgré tout, malgré la douleur, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Ils s'embrassent sous les regards émus des clients du café, scellant enfin leur amour véritable. Un an plus tard, dans le jardin fleuri de leur nouvelle maison, plus modeste que le manoir familial mais infiniment plus chaleureuse, Ikkyo regarde YO jouer avec leur fils de 3 mois, Gon Minjun, un adorable bébé aux grands yeux de sa maman et au sourire charmeur de son papa. L'Empire Gong a survécu au scandale. Yujin et Minho ont été bannis, leurs méfaits exposés au grand jour. Le grand-père, touché par l'amour sincère de son petit-fils, a fini par accepter Ikkyo comme une vraie petite fille. « À quoi tu penses ?» demande YO en s'asseyant à côté de sa femme, leur fils endormi contre son épaule. « À ce baiser qui a tout changé. Si j'avais su qu'embrasser un inconscient me vaudrait tant d'aventures. »« Tu regrettes ?» sourit-il en déposant un baiser sur ses lèvres. « Jamais. Ce baiser m'a donné l'amour de ma vie. Et moi, il m'a redonné la vie tout court. » Dans cette maison remplie de rires d'enfants et de bonheur familial, l'amour le plus pur continue d'écrire sa plus belle histoire, celle d'un baiser innocent qui a réveillé bien plus qu'un homme endormi. Fin. Si l'amour de Ikkyo et YO vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Merci de nous avoir écoutés.